Bienvenue dans cette nouvelle session de la Issue Resolution Academy. Je m'appelle Teddy et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter, ma collègue Margot, qui va assurer la présentation sur le sujet du jour, qui portera sur les évaluations de l'état du compte et les violations répétées. Alors, Margot et moi, nous travaillons pour Amazon depuis plusieurs années, donc moi en tant que gestionnaire de compte opérationnel et Margot en tant que spécialiste des escalations, pour les évaluations d'état du compte et nous allons du coup aujourd'hui, vous faire profiter de notre expertise et notre expérience sur ce sujet qui, je pense, préoccupe bon nombre de vendeurs et sur lequel on va essayer de couvrir d'une manière assez générale les différentes questions et les différents scénarios, auxquels un vendeur peut être confronté, par rapport à ce sujet. Donc, quelques règles de base avant de commencer la présentation. Du coup, Margot, si tu peux juste passer à la diapositive suivante pour, qu'on puisse suivre en même temps, les règles que je vais aborder. Donc concrètement, la présentation d'aujourd'hui va durer à peu près 1 heure, pour lequel il y aura 45 minutes qui seront allouées à la présentation pure du sujet et les 15 dernières minutes qui seront allouées à la session questions-réponses. Pour ce qui est des questions que vous pourriez avoir par rapport à ce sujet, vous pouvez les soumettre dans la session chat à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la présentation soit terminée pour pouvoir soumettre vos questions. Donc si pendant que Margot explique les différents points de cette présentation, vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez les soumettre directement dans le chat et je me chargerai de les modérer. Pour ce qui est des questions en elles-mêmes, nous allons du coup pendant la présentation essayer de couvrir, comme je le disais, ce sujet de manière très générale, ce qui implique que nous ne serons pas en mesure d'être trop spécifiques dans nos explications et dans les sujets qu'on va traiter. Donc au niveau des questions, je vous demanderai d'essayer de ne pas poser de questions qui ne sont pas en lien direct avec le sujet du jour, qui sont, juridiquement sensibles ou qui sont relatives à un cas ou à un compte vendeur en particulier. Par cas au compte vendeur en particulier, j'entends plus précisément, si par exemple vous avez été ou vous êtes actuellement confronté à une situation, qui n'est pas couverte dans cette présentation et qui va nécessiter des investigations pour permettre de comprendre ce qui s'est passé. Comme on n'aura pas la possibilité de faire ces investigations pendant la présentation, c'est une question auquel on ne pourra malheureusement pas répondre. Donc au niveau des questions que vous allez poser dans le chat, je vais simplement vous demander autant que possible d'éviter de répéter plusieurs fois la même question. Je vais me charger pendant la présentation de trier les questions en termes de pertinence et surtout en termes de possibilité ou non d'y répondre et s'il y a des questions auxquelles on sait qu'on ne pourra pas répondre, je mettrai ces questions de côté et on mettra surtout la priorité sur les questions auxquelles on peut répondre pour leur allouer plus de temps étant donné qu'on a un temps limité pour pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, si jamais vous voyez qu'il y a une question sur laquelle je ne reviens pas tout de suite, ne vous formalisez pas, c'est pas un oubli ou c'est pas une, volonté de ne pas vous répondre, c'est simplement qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Donc, voilà, c'est pour ça que cette question est mise de côté. Dernière petite chose avant de laisser la parole à Margot, du coup, la avant la fin de la présentation, avant de quitter la room de cette, présentation sur Webinar, je vais vous envoyer directement un lien vers un sondage, qui sera accessible directement depuis la room, auquel vous pourrez répondre et auquel je vous invite vraiment à répondre. Déjà pour nous dire si, la présentation aura répondu à vos satisfactions ou non, mais surtout pour, faire vos suggestions. Si jamais vous voyez des choses qui pourraient être améliorées ou qui doivent être conservées absolument pour les prochaines sessions, de nous en faire part, de nous dire ce que vous en pensez, simplement pour nous aider à continuellement améliorer le service qu'on vous propose par rapport à ce programme. On a déjà pu apporter énormément de modifications qui ont été très utiles pour les vendeurs grâce à leurs suggestions, donc on vous invite à continuer à le faire pour que du coup l'expérience vous soit le plus profitable et le plus agréable. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer la session. Je vais maintenant laisser la parole à Margot pour, commencer cette présentation. Je vous retrouve pour la session questions-réponses et éventuellement directement dans le chat si jamais il y a des points que je peux, auxquels je peux répondre directement et donc, Margot, je te laisse la parole et je vous retrouve dans à peu près 45 minutes. Merci à tous et bonne, session. Allô? Est-ce que vous pouvez Oui, m'entendre maintenant? oui, on peut t'entendre, oui, du coup. Ça marche. Merci beaucoup, Teddy, pour la présentation et pour avoir partagé un peu de contexte, règles de base, etc. Alors, moi, je m'appelle Margot. Je travaille comme spécialiste d'escalation depuis déjà presque 3 ans. Je supporte principalement
les sellers italiens et français, de temps en temps aussi les espagnols et si jamais aussi les allemands ou les anglais. Donc, il se peut que peut-être des fois j'ai géré vos cas, il se peut que non. Enfin, bref, dans tous les cas, ça fait assez de temps que je suis dans ce rôle et effectivement, je suis très contente de pouvoir partager un peu de connaissances avec vous et j'espère pouvoir vous aider aussi dans la session de questions plus tard. Si jamais il y a des doutes que vous voulez résoudre avec moi ou avec Teddy, tout simplement. Donc, je vais commencer par expliquer directement ce que l'on va voir au cours de cette session. Donc, à l'ordre du jour, on a plusieurs aspects clés de l'évaluation de la santé de compte. Donc, on va donner une attention particulière aux violations répétées et aux plaintes de propriété intellectuelle reçues. Donc, nous commencerons par explorer un peu qu'est-ce qu'est l'évaluation de la santé du compte, donc comment monitorer les signes, comment ça fonctionne, qu'est-ce que signifient les différents scores pour votre entreprise, et aussi comment les différentes violations de politique affectent la métrique, on va dire. Ensuite, nous irons directement dans les violations répétées. Donc, nous allons voir un peu comment ces violations impactent votre AHR, donc le score de votre compte. Donc, nous allons un peu examiner les différents niveaux de gravité, comprendre un peu les seuils que Amazon fixe. C'est assez important de comprendre de comment atteindre les seuils pour pouvoir ne pas mettre à risque en tout cas vos comptes et ne les pas mettre à risque de désactivation. Ensuite, nous allons directement nous concentrer sur un domaine critique qui conduit souvent à la violation répétée, qui sont les plaintes de propriété intellectuelle reçues. Donc, nous allons voir les différents types de violations, les problèmes des droits d'auteur, des marques déposées aux plaintes de brevets, importation parallèle. Donc, nous allons regarder un peu quelle documentation est requise pour les contestations réussies et aussi les meilleures pratiques, on va dire, pour gérer ce genre de cas. Ensuite, nous allons voir un peu le processus d'appel au niveau de compte. Donc, un peu donner un peu de connaissances sur les pratiques, sur la façon de répondre efficacement. Et donc, voilà. Donc, tout au long de notre session, on va partager un peu de conseils pratiques. On aimerait bien vous aider à comprendre tout simplement pas le quoi, mais aussi le comment maintenir une bonne santé du compte. Donc, commençons directement par l'évaluation de l'état du compte. Donc, l'AHR, donc ce qu'on appelle l'Account Health Rating, est essentiellement en fait un bilan de santé pour votre compte de vente Amazon. Donc, il indique le risque de désactivation de votre compte pour le fait de ne pas avoir respecté certaines politiques de vente Amazon. Donc, cette évaluation est affichée sur la page de santé du compte pour chaque marketplace où vous vendez. Donc, il y a quelques points clés qui concernent ce score. Donc, premièrement, c'est un score qui est codé par une couleur, évidemment, qui va de 0 à 1000. Donc, pensez comme si c'était un score de crédit pour votre compte de vente. Tous les nouveaux partenaires de vente, d'habitude, commencent avec un score de 200. Au fil du temps, ce score change pour refléter avec précision la santé de votre compte en fonction de votre respect de politique et de vos activités de vente, donc au cours des 180 derniers jours. Pour s'assurer que la santé du compte est évaluée dans le contexte de la taille de l'entreprise, il y a des points qui sont également accordés lorsqu'un nombre minimum de commandes sont remplis. Donc, le score se répartit en 3 catégories principales. Il y a de 200 à 1000, ce qui est considéré comme un compte sain. À ce niveau, vous n'êtes vraiment pas à risque de désactivation. Donc, il n'y a où il y a très peu de politiques qui ont été violées. De 10 à 199, de 100 à 199, donc vous avez le compte à risque. Si votre score tombe dans ce score, donc votre compte est à risque de désactivation. De 0 à 90, le compte est malsain. Donc votre compte est soit éligible à la désactivation, soit il est déjà désactivé. Donc il y a une note importante qu'il faut avoir, c'est que quel que soit le score, on va dire, de AHR, Amazon peut toujours désactiver aussi le compte s'il soupçonne une activité frauduleuse, trompeuse, illégale ou très nuisible. Donc, l'AHR en soi est considéré un guide, ce n'est pas une garantie, mais c'est très important de le regarder.
Concernant les politiques donc incluses dans l'évaluation de la santé du compte, qu'est-ce qui est inclus en fait dans le calcul? Donc, cette liste couvre un large éventail de politiques. Donc, la liste, vous avez la politique anti-contrefaçon, politique de nom de marque d'Amazon, propriété intellectuelle, création d'asile, restriction de catégories de produits de contenu, enfin bref, toute la liste que vous voyez sur votre droite. Donc, il est crucial un peu de comprendre que ces violations de n'importe quelle de ces politiques peuvent affecter votre AHR. Donc, certaines violations, en particulier les violations répétées, peuvent avoir un impact beaucoup plus sévère que d'autres, évidemment. Il faut aussi garder à l'esprit que cette page, donc l'évaluation de la santé du compte dans Salaire Central, est mise à jour et que de nouvelles politiques seront ajoutées à l'avenir. Donc, vu que c'est sur les 180 jours, ce qui part des 180 jours aussi s'ajoute. Donc, c'est toujours un calcul qui est tous les jours, un nouveau calcul est fait. Donc, c'est une bonne pratique, on va dire, pour vous de vérifier régulièrement la liste et régulièrement voir s'il y a des nouvelles violations de politique et régulièrement essayer de faire appel pour ces violations. Donc, quels sont les différents niveaux d'impact de violation de politique? OK. Pardon. Donc, si on décompose un peu les différents niveaux, donc on voit qu'il y a des niveaux critiques, élevés, modérés, faibles. Donc, tout d'abord, il y a les violations critiques, qui sont évidemment les plus graves. Et elles ont un impact inacceptable sur les clients ou violent certaines lois ou réglementations ou droits d'autrui. Donc, même une seule violation critique, par exemple, peut immédiatement qualifier le compte pour désactivation. Des exemples, par exemple, de critiques pourraient être des produits contrefaits, la manipulation de résultats de recherche ou sinon la tentative de nuire à un autre vendeur, par exemple. Ensuite, il y a les violations de gravité élevée, donc ne sont pas immédiatement dangereuses comme les violations critiques, mais elles peuvent miner considérablement la confiance des clients et des vendeurs. Donc, la tolérance, on va dire, de Amazon est assez minime aussi. Donc, des exemples de violations élevées sont des avis valides d'infraction de la part de propriétaires de droits ou des signalements de clients concernant, par exemple, des produits contrefaits ou portant plainte. Concernant les violations de gravité moyenne, donc celles-ci aussi peuvent affecter la confiance des clients et les vendeurs si elles continuent à se produire de manière constante. Donc, par exemple, c'est des annonces qui fournissent des liens qui incitent les utilisateurs à visiter des sites web externes, par exemple. Ensuite, nous avons les violations de faible gravité. Donc, nous comprenons que c'est des erreurs qui peuvent se produire, on va dire, dans le cours des affaires. Donc, Amazon a une tolérance de violation de faible gravité peu fréquente. Donc, un exemple, c'est quand un client, par exemple, signale qu'il a reçu un produit expiré ou bien un article dans un état incorrect. Donc, c'est des erreurs qui peuvent se produire et qui ne se considèrent pas aussi critiques que d'autres. Bon, on va aller au jus donc, de la présentation, donc les violations répétées de politique. Donc, comment les violations répétées impactent-elles mon score? Donc, tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui constitue une violation répétée. Donc, ce sont des violations multiples de la même politique. Donc, ici, si vous voulez, le mot-clé, c'est « même ». Donc, nous recherchons des modèles d'infraction similaires. Donc, voici ce qui se passe, on va dire, avec les violations. C'est que les valeurs en points associées aux violations dans votre AHR augmentent chaque fois que la même politique est violée. Donc, cela signifie que si les violations répétées font que le score se dégrade beaucoup plus rapidement. Donc, les violations répétées de gravité plus élevée ont l'impact évidemment le plus significatif. Donc, pour vous aider à identifier et à suivre les violations répétées pour une résolution plus rapide et plus systémique, donc les violations répétées sont étiquetées comme telles, clairement, dans la colonne impact dans votre page de santé. Donc, à part dans l'impact, vous voyez si c'est critique, élevé, faible. Juste à côté, il y a écrit violation répétée. Donc, vous pouvez le voir directement là-bas. Donc, votre compte peut être à risque immédiat de désactivation si vous avez le nombre maximum de violations répétées pour les politiques liées aux infractions ou les politiques de produits restreints.
les seuils typiques sont 5 violations, on va dire, pour les politiques liées aux infractions, 2 violations pour la politique de produits restreints. Et aussi, cela s'applique, comme on l'a dit, sur une période de 180 jours. Donc, quel que soit le score actuel, c'est toujours calculé sur 180 jours. Donc, un conseil qu'on peut vous donner, c'est que nous pouvons mettre en œuvre des nombres maximums supplémentaires de violations pour d'autres domaines politiques. Donc, il est crucial, en fait, de rester informé des mises à jour de politique et de garder un œil toujours sur la page d'aide principale. Donc, la évaluation de santé du compte, questions fréquemment posées. Donc, en fait, les violations répétées sont vraiment importantes pour l'état du compte. Elles sont uniques. Les violations uniques peuvent souvent être abordées et résolues de façon rapide, mais des modèles de violations répétées, il y a vraiment des problèmes systémiques, donc qu'Amazon prend vraiment au sérieux, c'est-à-dire que c'est considéré pour un salaire qu'ils ne sont pas en train de faire attention à leur compte, de faire attention aux violations qu'ils prennent, et ils ne sont pas en train d'essayer de résoudre les problèmes que le compte est en train de faire face. Donc, sachant ça, comment sont déterminés les seuils de violation répétée? Donc, c'est une information assez cruciale pour comprendre comment vous pouvez protéger votre compte. Donc, le facteur clé, si vous voulez, ici, est la gravité de la violation. Donc, lorsque nous déterminons les seuils de violation répétée, nous considérons les mêmes facteurs utilisés pour déterminer la gravité initiale de la violation. Donc, l'impact sur l'expérience du client, la conformité aux lois applicables et le respect des réglementations. Donc, par exemple, les politiques d'infraction ont généralement un seuil de violation répété plus bas. Pourquoi? Parce que ce sont des violations de gravité élevée qui violent les lois et les droits de propriété intellectuelle d'autrui. En revanche, quelque chose comme lister un produit d'occasion, comme neuf, a un seuil de violation répété plus élevé. Parce que ce sont souvent des violations de faible gravité qui peuvent être facilement résolues et n'impliquent généralement pas d'implication légale. Comprendre ces distinctions, on va dire donc faire un seuil de violation répété plus bas ou un seuil de violation répété plus haut est crucial pour gérer efficacement donc, la santé du compte. Non? Donc, qu'est-ce qui se passe si j'atteins le nombre maximal de violations répétées pour une politique spécifique? Donc, tout d'abord, une violation critique apparaît sur votre page de santé du compte. Donc, vous recevrez une notification par email probablement. Votre HR va devenir immédiatement rouge, tomber à 0. Donc, cependant, vous avez une fenêtre d'opportunité. D'habitude, vous avez une période de 3 jours pour résoudre la violation critique avant qu'il y ait une désactivation de compte. Donc, pendant cette période de 3 jours, normalement, un spécialiste de la santé du compte, donc que vous pouvez appeler aussi, va essayer de vous contacter. Il est très important que votre numéro de téléphone d'urgence soit toujours à jour parce qu'il est possible qu'ils essayent de vous contacter de manière proactive pour pouvoir regarder ce cas de figure avec vous. Vous pouvez vérifier aussi le numéro de contact dans les préférences de notification. Donc, il y a 2 résultats possibles, on va dire. Si vous voulez, vous pouvez résoudre avec succès la violation de politique dans la période de 3 jours. Donc, votre compte ne sera pas désactivé si vous réussissez à résoudre et votre score sera mis au jour de conséquence, évidemment. Si vous ne résolvez pas la violation dans les 3 jours, votre compte probablement sera désactivé. Vous devrez compléter un appel via le tableau de bord. Donc, le point important, c'est utiliser ces 3 jours et essayer d'agir rapidement et de manière décisive pour éviter que le compte se bloque. Donc, j'aimerais bien vous souligner aussi quelques mises à jour importantes du tableau de bord de santé. Donc, il y a une visibilité un peu améliorée sur les facteurs de risque de votre compte. Le tableau de bord affiche toutes les violations répétées qui affectent le statut du compte, y compris celles auxquelles vous avez déjà fait appel. Donc, cela vous donne un peu une image complète de la situation de votre compte à tout moment. Donc, vous pouvez vous demander un peu pourquoi votre évaluation de la santé du compte indique à risque, même peut-être après avoir résolu les violations. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que bien
bien que le score AHR se mette généralement à jour dans les 24-48 heures après la confirmation de la résolution des violations, il y a une distinction importante à faire. C'est-à-dire que même si une violation a été contestée avec succès et retirée de votre page de santé du compte, elle peut toujours compter dans votre seuil de violation répétée si l'activité sous-jacente en fait n'a pas été contestée. Cette période, c'est une période de suivi qui s'étend sur 180 jours. Donc, pour vous aider, si vous voulez, à anticiper ces problèmes, nous avons aussi un peu amélioré le système d'alerte. Donc, vous remarquerez peut-être une nouvelle fonction qui est le savez-vous, qui vous alerte lorsque vous approchez du seuil de violation répétée. Donc, cela va vous donner un peu le temps de prendre des mesures préventives donc avant d'atteindre les niveaux critiques. Maintenant, regardons les produits restreints et les plaintes de propriété intellectuelle reçues. Donc, produits soumis à des restrictions. Donc, il y a deux domaines critiques, donc les politiques, les violations de produits restreints et les plaintes de propriété intellectuelle. Donc, pour les produits restreints, parlons des violations des produits restreints, donc qui peuvent vraiment rapidement en fait mener à la suppression de vos privilèges de vente, parce que il y a des choses, la chose plus importante à comprendre pour maintenir un bon statut de compte nécessaire, donc c'est être conscient de toutes les politiques et restrictions qui s'appliquent à vos produits. Et de deux, de répondre rapidement à toutes les notifications que vous recevez. Donc, la documentation requise pour les contestations varie aussi évidemment selon le type de politique restreint impliquée. Donc, un exemple d'actualité, par exemple. À partir du 24 mars 2025, Amazon Allemagne désactivera toutes les annonces d'huile de CBD, donc y compris les huiles aromatiques, les produits de soins pour animaux. Cette politique s'applique à tous les produits qui contiennent du CBD ou d'autres cannabinoïdes, quelle que soit leur utilisation prévue. Pour de tels cas, pour contester une violation, vous devez fournir la preuve que votre produit n'est pas une huile de CBD. Donc, cet exemple, si vous voulez, est important. On fait comprendre qu'il est important de, premièrement, rester informé des changements de politique, maintenir une documentation appropriée selon les produits que vous vendez, être prêt à effectivement prouver rapidement la conformité lorsqu'on vous le demande et examiner régulièrement votre inventaire pour les produits restreints. Donc, rappelez-vous que la prévention, dans tous les cas, c'est toujours mieux que de devoir ensuite faire appel, évidemment, parce que plus tôt on s'en occupe, moins de temps nous allons perdre avec des produits bloqués et des comptes bloqués. Maintenant, on a couvert un peu les produits restreints pour vous faire comprendre. Nous allons discuter les plaintes de propriété intellectuelle reçues. Donc, c'est vraiment un domaine crucial parce que nous allons vraiment bientôt entendre la politique des violations répétées pour inclure ces types de plaintes. Donc, la violation de propriété intellectuelle, il y a plusieurs formes. Donc, nous avons le droit d'auteur. Le droit d'auteur implique en fait l'utilisation non autorisée d'œuvres créatives originales, compris les images de produits, les descriptions, le contenu. Donc, rappelez-vous que le droit d'auteur protège les œuvres originales d'un auteur, telles que les photos, le texte, les designs des produits. Donc, en fait, une erreur courante d'un seller est d'utiliser des images de produits d'autres sites web sans permission, par exemple. Donc, sachez que dans certains pays, les designs industriels peuvent également recevoir une protection par le droit d'auteur. Ensuite, nous avons la marque déposée, la marque commerciale. Cela couvre, on va dire un peu l'utilisation non autorisée des noms de marques protégées, de logos ou d'autres identificateurs commerciaux distinctifs. Donc, les marques déposées indiquent la source des biens ou des services et empêchent la confusion des clients. Vous pouvez utiliser des marques déposées lors de la vente de produits authentiques ou pour faire des déclarations, par exemple, de compatibilité. Mais évitez les affirmations comme similaire à ou bien tout simplement utiliser des logos qui sont non autorisés. Donc, vous devez être prudent avec les produits personnalisables, aussi suivre les directives spécifiques d'Amazon pour ce genre d'annonce.
Nous avons ensuite les brevets. Donc, les brevets sont des plaintes qui concernent la vente de produits qui portent atteinte à des inventions ou des innovations technologiques qui sont déjà enregistrées. Donc, les brevets accordent aux propriétaires, évidemment, le droit d'exclure les autres de la fabrication, de l'utilisation ou de la vente de l'invention même. Donc, il faut consulter les fabricants ou les distributeurs autorisés si vous n'êtes pas sûr, en fait, si vous êtes peut-être dans une possible cas de figure de violation de brevet. Ensuite, nous avons les designs et modèles industriels. Donc, c'est les aspects de design visuel qui sont protégés des produits. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, l'apparence d'un produit qui est intrinsèquement lié au produit lui-même. Donc, comme pour les brevets, il est important de consulter les fabricants ou les distributeurs si vous n'êtes pas vraiment sûr que peut-être vous êtes en violation. Modèle d'utilité, donc c'est un peu similaire au brevet, mais généralement, en fait, c'est pour des innovations mineures avec une période de protection un peu plus courte. Tous les pays européens n'ont pas des modèles d'utilité, mais par exemple, ils existent en Espagne, en Italie, Allemagne, France. Donc, c'est plus rapide à enregistrer que les brevets, mais il y a des exigences clairement moins strictes. Ensuite, on a des seins modèles ou similaires, donc une catégorie spécifique qui déclenche souvent des violations intellectuelles en raison en fait de la similarité des protégés. Donc, il est interdit d'utiliser les noms ou la marque d'un produit originel dans votre description de produit. Donc, évitez les phrases comme similaire à, inspiré par, en fait, parce que ça peut générer des violations de propriété intellectuelle. Et enfin, les importations parallèles, donc l'importation non autorisée de produits authentiques, donc qui peuvent violer les accords de droit territoriaux, par exemple au Royaume-Uni ou bien dans l'espace économique européen. Les propriétaires des droits de propriété intellectuelle peuvent interdire d'importer ou de vendre leurs produits s'ils proviennent de l'extérieur de ces zones. Donc, assurez-vous d'avoir une autorisation donc, appropriée pour les produits spécifiques. Conservez donc les factures, les lettres d'autorisation comme preuve en fait d'approvisionnement approprié. Donc, il est important de comprendre ces catégories car chaque en fait type de violation de propriété intellectuelle nécessite une documentation et des approches de traitement qui sont complètement différentes en fait. Donc, alors que par exemple nous préparons à inclure ces plaintes dans la violation de politiques répétées, il est important d'être proactif en fait, de s'assurer que toutes vos annonces sont conformes, de conserver les enregistrements détaillés des autorisations, les licences, les lettres d'autorisation, les factures, donc répondre aussi rapidement dans l'état du compte. Donc, rappelez-vous que le fait que maintenant nous allons étendre les violations répétées à la propriété intellectuelle, ça peut aller très vite, surtout si vous êtes si vous revendez beaucoup de produits. Donc, il est très important d'éviter en fait un blocage de compte pour violation répétée. Donc, regardons un peu les documentations requises pour les contestations réussies. Donc, avant de décomposer un peu chaque type de violation, donc il y a deux ressources aussi qui sont. Je voulais juste être sûre de vous rappeler qu'il y a deux ressources essentielles disponibles sur Seller Central. Donc, il y a la page d'aide sur la lettre d'autorisation et il y a aussi la page d'aide sur les exigences de facture. Donc, ces guides sont complets et vraiment, je vous encourage à regarder ces pages de manière constante parce qu'elles sont aussi mises à jour et peuvent vous aider un peu à naviguer le type de documentation que vous devez avoir ou si, en tout cas, votre documentation pourrait être considérée invalide ou valide dans la section de recours. Bon, regardons un peu par type. Donc, la lettre d'autorisation. La lettre d'autorisation, en fait, c'est une exigence de facture pour faire appel à une violation de politique. Donc,
elle doit inclure le concédant de licence, donc le propriétaire des droits, le titulaire de la licence, donc vous, les droits spécifiques qui sont accordés, la portée géographique, donc comme on a parlé dans l'importation parallèle, la durée de l'autorisation et doit être sur papier en tête de l'entreprise avec les signatures appropriées. Pas pas virtuel. Donc, et deuxièmement, les factures. Donc, les factures doivent être valides. Elles doivent montrer la date d'émission dans les 365 derniers jours. Et la facture doit couvrir la quantité suffisante pour couvrir les ventes que vous avez eues. Il doit y avoir évidemment les identifiants de produits clairs. Si le produit a un nom différent ou bien un code, on vous suggère de mettre le numéro de l'ASIN juste à côté ou bien de surligner pour faire en sorte que l'équipe puisse identifier le produit. Et aussi, les informations doivent être complètes concernant le fournisseur. Donc, Amazon ne va pas accepter de devis, les factures pro forma ou les documents auto-émis. Les informations du fournisseur doivent être complètes et vérifiables. Donc, site web qui fonctionne, numéro de téléphone qui fonctionne, parce que Amazon va essayer de contacter ou en tout cas faire en sorte de comprendre si le fournisseur est valide ou pas. Donc, on va un peu décomposer les exigences spécifiques par type de violation. Donc, pour les plaintes des droits d'auteur, vous avez besoin d'une lettre d'autorisation ou un accord de licence du propriétaire des droits. Vous avez aussi besoin de factures de produits qui montrent clairement la chaîne d'approvisionnement, les idées de commande Amazon pour vérification aussi, et une documentation montrant que vous avez la permission d'utiliser en fait le contenu que vous vendez. Concernant les plaintes de marque déposées, donc il faut une lettre d'autorisation ou bien un accord de licence, la facture pour les produits vendus sous l'ASIN, le ID de commande Amazon, et si applicable, votre numéro de marque déposé enregistré si vous avez votre marque, et la documentation donc, de toute participation au registre des marques. Donc, si vous avez enregistré la marque dans une date spécifique, envoyez la confirmation. Pour ce qui concerne les plaintes de brevets, les preuves documentaires donc, qui montrent que votre annonce était conforme à la politique, facture des produits évidemment, idée de commande Amazon, documents juridiques, par exemple des ordonnances judiciaires ou des avis de non-contrefaçon par rapport à votre produit. Pour les plaintes de distribution, importation parallèle, aussi une lettre d'autorisation ou bien un accord de licence du propriétaire des droits, évidemment. Fournir aussi une facture qui montre que vous êtes approvisionné auprès d'un distributeur qui est autorisé aussi dans l'aire géographique. Donc, la preuve que les produits ont été importés dans l'espace économique européen ou UK, donc avec la permission du propriétaire des droits et donc la documentation des droits territoriaux si vous avez. Ensuite, pour les plaintes de contrefaçon, donc facture prouvant l'authenticité du produit, lettre d'autorisation du propriétaire de la marque, photos et documentation montrant l'authenticité du produit et documentation de la chaîne d'approvisionnement. Conseil, on va dire qu'on vous donne comme ça un peu de manière générale sur la propriété intellectuelle. Donc, c'est toujours garder les copies originales, s'assurer que les documents sont actuels, valides, maintenir aussi les enregistrements clairs de la communication avec le propriétaire des droits, garder la documentation organisée par produit et type de violation aussi pour vous, pour être prêt dès qu'une violation de politique se produit, et répondre aussi évidemment dans les 24 heures si possible. Donc, juste rappelez-vous que le fait que maintenant la propriété intellectuelle bientôt va être incluse dans la politique de violation répétée, avoir les documents vraiment faciles et disponibles va vraiment faire la différence en ce qui concerne la désactivation de votre compte ou pas, et étant donné que vous allez pouvoir réagir de manière beaucoup plus tempestive et sans perdre trop de temps. Donc, parlons un peu de bonnes pratiques à avoir. Donc, pour gérer un peu à la fois les violations de produits restreints et de propriété intellectuelle sous le modèle en fait
de propriété de violation répétée. Donc, premièrement, vous allez visiter donc, le tableau de bord donc, de la santé du compte sur salaire central et vous sélectionnez voir tout sous les conformités de politique. Donc, ce que vous devez faire, c'est clairement filtrer, premièrement, par violation répétée et violation de politique d'annonce. Donc, ça va vous aider un peu à vous concentrer sur les problèmes les plus critiques sous la politique actuelle. Lorsque vous identifiez une violation, donc, vous cliquez sur, évidemment, soumettre un appel. Donc, cela ouvre une nouvelle page avec des instructions spécifiques, des exigences de documents basés sur le type de violation. Donc, par exemple, pour les plaintes intellectuelles, vous allez recevoir des informations sur le propriétaire des droits, peut-être, qui a fait la plainte. Donc, important, référez-vous toujours à la notification de violation originale, donc dans la notification de performance. Donc, quand vous regardez la violation, vous voyez peut-être qu'elle a été bloquée ou en tout cas, vous avez reçu l'avis, je ne sais pas, par exemple, le 12 juin. Donc, vous allez dans vos notifications de performance le 12 juin et vous cherchez la notification qui peut-être vous donnera plus d'informations. Donc, si vous avez besoin évidemment d'un support supplémentaire, vous pouvez contacter l'équipe du support de santé de compte. Donc, sur le Appelez-moi maintenant, le bouton jaune que vous avez. Vraiment, je vous encourage à utiliser le plus de fois possible ce bouton pour pouvoir avoir plus d'informations. Ils peuvent vous aider et aussi, ils peuvent réactiver en certains cas des produits. Donc, vraiment, essayez de contacter le plus possible. Soyez aussi très spécifique quand vous les appelez. Donc, demandez exactement comment contester la violation, quelle documentation vous devez fournir. Si, par exemple, on vous a rejeté un appel, donc demandez pourquoi la documentation a été rejetée, etc. Donc, évidemment, comme on l'avait dit, si vous recevez un avertissement pour un produit que vous n'avez jamais listé, répondez. Expliquez que vous n'avez pas listé ce produit. Si vous avez, par exemple, une relation établie avec le déteneur de droit, aussi contactez en fait directement le déteneur de droit pour retirer la plainte. C'est aussi possible de retirer la plainte et donc Amazon recevra une notification de la rétractation de la part du détenteur des droits. Aussi, si vous pensez qu'ils ont commis une erreur ou peut-être ils ont supprimé une fiche produit, répondez donc à la notification, fournissez des raisons précises expliquant pourquoi vous pensez que c'est une erreur. Donc, les factures, numéro de commande qui prouvent l'authenticité du produit. Donc, processus d'appel au niveau de compte. Donc, on va regarder un peu comment compléter un questionnaire d'appel. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un questionnaire d'appel? Évidemment, vous le trouvez en sélectionnant la violation dans le tableau de bord, comme on a dit. Vous pouvez suivre donc les directives suivantes pour rédiger votre appel. Donc, il y a 4 points très importants. Il faut être, premièrement, clair et concis, donc factuel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui a conduit au problème? Plutôt que présenter le produit, juste en fait expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, éviter évidemment le langage émotionnel. En fait, il faut être très clair, pas énervé évidemment. Essayer de ne pas paraître frustré dans l'appel. C'est vraiment utiliser l'appel comme quelque chose d'objectif où on explique une situation et on essaye de résoudre. Donc, expliquer donc chaque problème rencontré. Donc, il faut donc il y a certaines désactivations qui par exemple peuvent avoir un ensemble de problèmes. Donc, regardez chaque problème. Donc, si c'était par exemple un fournisseur non vérifiable ou un problème de gestion de stock. Donc, indiquez les actions que vous avez mises en place pour résoudre directement. Et ensuite aussi de manière à court terme, mais aussi à long terme. Donc, peut-être qu'est-ce que vous avez fait tout de suite dès que vous vous êtes rendu compte, mais aussi qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce problème ne se reproduise plus en fait sur le long terme. Donc, faut aussi inclure évidemment des preuves justificatives pour chaque élément. Donc, vous assurez de soumettre des documents justificatifs pour tous les produits ou tous les ASIN qui sont concernés. Et mettre en évidence les éléments importants donc, dans les documents. Par exemple, si, comme je vous ai dit, si vous avez un produit que le nom est un peu difficile d'identifier l'ASIN, faites en sorte que vous encerclez ou vous surlignez
le produit pour être sûr, si vous avez, je sais pas, une facture de 4 pages, donc faire en sorte que ce soit facile pour l'équipe de retrouver le produit. Donc, ce que Amazon souhaite savoir lors d'un appel, c'est premièrement pourquoi en fait le problème s'est passé en fait. Pourquoi vous avez vendu ou publié un contenu potentiellement en infraction? Quelles sont les actions que vous avez prises pour ne plus enfreindre les droits? Comment vous éviterez toutes les violations à venir? Donc, à qui on parle de, comme je vous ai dit, on parle de long terme et toute autre information pertinente. Dans un appel, c'est très important de focaliser sur les dates. Par exemple, en quel jour le produit s'est bloqué, quel jour vous avez pris les actions, quand est-ce que vous avez commencé, par exemple, si vous avez mis je sais pas, pris quelqu'un dans votre entreprise qui va s'occuper de regarder tout le temps les violations, parfait. Donc, nous avons embauché quelqu'un le jour X, où nous avons embauché 2 ou 3 personnes qui vont vérifier de manière régulière. Enfin bref, vous devez donner beaucoup plus d'informations, donc sujet de date, sujet de nombre, quantité, pour vraiment donner une impression ou en tout cas faire comprendre à Amazon, on va dire, l'importance des mesures que vous avez prises. Donc voilà, c'est tout pour ce training. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez compris. Nous allons laisser maintenant un peu de temps pour pouvoir aborder toutes les questions. Et évidemment, vous pourrez accéder aux slides que Teddy, dans tous les cas, vous a partagés dans le chat. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Margot. Du coup, effectivement, on va pouvoir passer à la session questions-réponses. Donc pour le moment, il n'y a pas encore eu de questions dans le chat, donc je vais laisser quelques minutes aux participants, qui le souhaitent pour, poser leurs questions. En attendant du coup de recevoir nos premières questions, je ne sais pas si Margot, toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit sur cette présentation? S'il y avait des points qui te semblent vraiment cruciaux ou importants à retenir, par rapport à toutes les informations que tu as données? Je ne sais pas de ton côté si, il y a quelque chose qui te vient? Oui, je pense que, en fait, évidemment, c'est d'une manière très préventive, mais ce qu'on a parlé ici, donc l'appel au niveau du compte, d'être concis, c'est très important parce qu'en fait, il y a beaucoup d'appels. En fait, quand on arrive à un questionnaire d'appel, ça veut dire que le compte probablement est bloqué. Donc Mmh. déjà, il est très important, je pense, de comprendre quels sont les points en fait que Amazon attend des vendeurs. Et aussi voilà comment l'importance de développer en fait vraiment une explication concise, claire, avec les preuves, les numéros de, 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 de commandes, les informations nécessaires, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'appels de sellers qui se limitent peut-être à écrire 5-10 lignes. C'est clairement pas assez pour faire comprendre à Amazon pourquoi un compte, en fait, a reproduit, je sais pas, 5 ou 6 fois la même violation. Mmh. Et en fait, il faut comprendre que pour le côté d'Amazon, c'est en fait convaincre à Amazon que vous avez un compte légitime et qu'en fait, il faut, on va dire, vous pardonner le fait d'avoir quand même effectué plusieurs violations de la même nature et de manière répétée, ce qui est de base ne devrait pas arriver. Donc, on va dire que c'est vraiment très important de se concentrer sur ce genre d'explication, à mon avis. Après, clairement, Ouais. je ne souhaite à personne de voir arriver jusqu'à ce point parce que ça veut dire que le compte est bloqué. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. Non, effectivement, là-dessus, c'est un point qui est vraiment, important à comprendre, et j'ajouterais à ça d'ailleurs, parce que je sais que, du point de vue d'un vendeur, recevoir des notifications, que ce soit pour des violations répétées, des suspicions de violation, d'une politique ou d'une autre, je sais que, parfois, il y a un nombre conséquent de suspicions, de notifications qui sont reçues et que ça peut être extrêmement frustrant pour un vendeur, ouais. surtout si le vendeur n'a pas vraiment grand-chose à se reprocher parce que tout a été fait dans les règles, que le fournisseur est officiel et cetera. Mais en fait, là-dessus, j'invite chacun à comprendre que la position d'Amazon, c'est une position préventive. C'est surtout ça, en fait, qui va causer des notifications. Quand vous recevez une notification, de toute façon, le nom même de la notification, c'est une suspicion violation. On ne vous dit pas que vous êtes coupable d'une violation quelconque, on sait juste qu'il y a une suspicion et comment dire?
l'optique, le paradigme que Amazon va avoir par rapport à ça, c'est simplement un paradigme de prévention. Donc d'essayer de prévenir un éventuel souci sur les prochaines commandes des clients. Donc il faut vraiment se mettre dans cette optique-là de quand vous recevez une notification, de simplement donc garder à l'esprit que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être en règle et de simplement le démontrer à Amazon pour que le doute soit levé. Parce que tant qu'il y aura un doute, Amazon ne pourra pas se permettre de laisser votre offre en ligne pour ne pas courir un risque qu'il y ait un impact au niveau des détenteurs de droits ou au niveau des consommateurs directement, notamment au niveau des restrictions, des violations répétées. C'est des risques qu'Amazon ne peut pas se permettre de courir. C'est pour ça qu'Amazon est très très vigilant là-dessus et que ça mène le plus souvent à des suspicions de violations qui sont, comment dire, qui sont démentis très rapidement par les vendeurs, parce que les vendeurs sont en mesure de fournir les factures, les autorisations, les contrats de licence, etc. Mais c'est une étape qu'Amazon a besoin de passer pour être sûr qu'il n'y a pas de souci par la suite, parce que les implications et les conséquences seraient vraiment trop dramatiques et pour vous, et pour Amazon, et pour les consommateurs, si on laissait passer des choses sur lesquelles Amazon a un doute. Donc voilà, c'est vraiment un aspect que je vous invite à garder à l'esprit. Ne vous formalisez pas là-dessus quand vous recevez des notifications. Ne vous dites pas qu'Amazon cherche à nuire à votre activité. C'est vraiment pas le but de ce type de notification. C'est vraiment, étant donné qu'Amazon est une plateforme qui a un rayonnement mondial et que ça implique beaucoup de choses en termes de répercussions si jamais quelque chose se passe mal, Amazon se doit de rester prudent et parfois même d'être trop prudent pour assurer la sécurité des ventes qui se font sur le site. Oui, totalement. Alors, j'ai une première question de Stéphanie qui nous dit: «Bonjour, nous sommes fabricants et revendeurs de produits et d'accessoires de téléphone. Nous avons souvent des évaluations pour usage des marques, dont la plupart sont des marques pour lesquelles nous avons du vieux stock à liquider et dont Mhm. nous pouvons demander des justificatifs récents car nous ne sommes plus en relation avec la marque en question. Comment accepter» alors, top, top, comment accepter les pièces justificatives de factures datant de plusieurs années? Alors, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse pour ce cas? Euh, Heu En gros, alors, s'il y a des factures qui sont plus anciennes que 365 jours, est-ce qu'il y a un ouais. moyen de les faire passer ou non? D'après toi? Alors, donc ouais, alors selon la politique évidemment d'Amazon, les factures fournies, elles doivent dater évidemment moins de 365 jours. Donc si elles sont plus anciennes que ça, elles ne seront pas acceptées. Mais en fait, dans tous les cas, pour vendre des produits, il faut prouver en fait que vous avez acquis les produits de manière légitime, que vous avez l'autorisation du propriétaire de la marque, ou bien que les produits sont authentiques et conformes. Donc, en fait, si vous n'avez pas les factures, vous pouvez soit contacter les marques concernées peut-être pour avoir une nouvelle lettre d'autorisation, euh, ou bien ne vendre évidemment ou vendre que des produits pour lesquels vous avez la documentation récente, ou bien retirer évidemment les listings, les produits pour lesquels vous ne pouvez pas fournir les justificatifs en fait. Donc si là, c'est des produits que vous voulez plus vendre et que vous n'avez plus aucun, malheureusement, il n'y a pas vraiment autre chose, à moins que vous ayez une lettre d'autorisation. Pour peut-être enlever les violations, mais ensuite vous retirez les produits. C'est ça en fait. Mais il faudrait le voir directement avec l'équipe. Oui. Non, Expliquer. effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de répondre, Margot et juste, j'ajouterais effectivement que, s'il s'agit d'un vieux stock que vous souhaitez liquider, alors je peux tout à fait comprendre la démarche, hein, parce que, bah, le but, ça reste quand même de vendre les produits que vous avez achetés. Mais effectivement, si vous constatez que ces produits datent, que les factures sont anciennes et qu'en cas de souci, vous aurez des difficultés à prouver la provenance du stock, dans ces cas-là, ça peut peut-être valoir le coup de fermer l'offre pour simplement éviter d'avoir des soucis. En fait, l'idée, c'est vraiment que vous pouvez continuer à vendre si vous savez que en cas de souci, vous pourrez très facilement prouver que la Exactement. suspicion n'a pas lieu d'être. Si Exactement. vous sentez que voilà, vos documents commencent à dater, que vous aurez des difficultés à obtenir des documents plus récents, etc., il vaut mieux à la limite ne pas courir le risque. Après, c'est comment dire, c'est un risque calculé. C'est-à-dire que si vous voulez quand même les vendre en espérant ne pas recevoir de notification, ça peut aussi être une stratégie, mais ça reste quand même assez risqué de courir le risque de recevoir une notification de Ouais. suspicion pour un produit où vous savez que vous aurez des difficultés à apporter des éléments de contradiction si jamais vous avez une notification. C'est après, ça reste un cas qui est quand même très spécifique à compte. Ça reste compliqué de donner un conseil qui soit valable puisqu'on ne sait pas de quand datent les produits, etc. Mais d'une manière générale, voilà, essayez de garder ça à l'esprit quand vous avez du stock ancien.
et que ça peut amener à ce genre de complications, à voir ce qui est le plus avantageux pour vous. Soit de continuer à vendre en prenant le risque, soit de ne pas prendre le risque, du coup, en impactant le nombre de ventes. C'est vraiment le calcul à faire. Du coup, Stéphanie avait également posé une deuxième question par rapport, à comment dire? Au terme, pour marque, modèle ou compatible, qui disparaît lorsque l'annonce est traduite sur d'autres marchés, pour les marchés à l'étranger, et ce qui crée du coup des évaluations. Alors ça, pour le coup, Margot, je peux prendre cette question Oui, si, ça ne dérange pas. oui, oui, bien sûr. Au niveau des informations qui sont mises en ligne, effectivement, c'est un scénario où ça peut se produire. Ce qu'il y a, c'est que la raison pour laquelle la traduction va modifier, en quelque sorte, le contenu de ce que vous avez mis sur le marché d'origine, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Moi, le conseil que je peux vous donner, lorsque vous faites traduire, par un outil d'Amazon ou vous-même une offre d'un marché vers un autre, c'est de simplement vous assurer, avant que le produit soit en ligne sur le nouveau marché, que toutes les informations qui sont disponibles sur la page produit soient cohérentes et soient correctes à ce que vous voulez voir en ligne. Si vous constatez le moindre souci, contactez directement le support vendeur et à la limite, fermez les ventes temporairement pour être sûr de ne pas avoir de commandes ou de suspicion de violation. Je sais que ça peut être une démarche qui peut être fastidieuse parce que souvent vous allez avoir plusieurs usines qui sont impactées et ça va impacter vos ventes le temps que l'enquête soit faite. Mais à la limite, il vaut mieux heu, prendre les devants et contacter le support pour, essayer de comprendre pourquoi une traduction ne s'est pas faite comme vous le souhaitiez ou pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une valeur en particulier qui s'affiche sur votre page produit, plutôt que de laisser un produit en ligne avec des informations qui sont erronées ou qui ne respectent pas, certaines politiques d'Amazon et par voie de conséquence, courir le risque de recevoir des notifications de violation et que ça impacte votre santé du compte et cetera, enfin que ça fasse un effet de boule de neige. Là encore, comme je vous le dis, c'est un risque calculé. Il faut vraiment, en fait, prendre le temps d'agir là où vous pouvez en amont. Alors ce sera pas toujours faisable, hein, évidemment, je vous dis pas que c'est quelque chose qui est facile à réaliser, mais il faut vraiment essayer d'être, comment dire? Le plus prudent possible, surtout quand vous mettez les annonces en ligne, de vous assurer que tout est bien en règle avant de commencer à vendre. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous courez pas de risque et que vous n'aurez pas, au bout de 3 semaines, 1 mois, 3 mois, une suspicion de violation qui va bloquer l'œuvre, qui peut éventuellement bloquer votre compte par la suite et du coup, qui va avoir beaucoup plus de conséquences que de prendre le problème à la source quand vous voyez le souci. Je sais pas du coup, Margot, si tu as quelque chose à ajouter sur ce point, par rapport à ce que je viens de dire, si Non, tu non, je pense que tu as couvert un peu tout. d'accord. Euh, Alors ensuite, on a Elisa qui nous demande, quoi faire lorsqu'un plan d'action est refusé, mais qu'il n'y a pas de motif, précis sur le refus du plan d'action en question. Est-ce qu'il y a un recours possible? Est-ce que les vendeurs ont une possibilité d'avoir plus d'informations sur, le les motifs de refus d'un plan d'action? alors, je pense que tout simplement, vous pouvez appeler, contacter, appelez-nous maintenant. Je ne sais pas comment c'est en français. Appelez-moi. Appelez-moi maintenant, oui, le bouton Oui, jaune sur voilà. le Moi, tableau de je bord. conseille d'appeler directement. Donc, et leur expliquer que, que ça a été rejeté. Donc, essayer de comprendre avec eux directement, et de leur demander clairement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, quel point peut-être manquer dans l'appel. Donc voilà, c'est de comprendre avec l'équipe directement. Ensuite aussi, après évidemment, si vous avez accès euh, à cette escalation et tout ça, si vous n'arrivez vraiment pas à résoudre, on ouvrir un cas avec nous, clairement. Mais en tout cas, moi, j'irai directement à l'équipe de l'appelez-moi. Ouais, j'allais conseiller la même chose pour le coup, parce qu'effectivement, c'est vrai que alors très souvent, quand vous allez soumettre une contestation sur votre tableau de bord état du compte, heu, peu importe le type de violation et cetera, vous allez très souvent recevoir une réponse automatique. Que votre contestation soit acceptée ou non, la réponse que vous allez recevoir, comme ce sont des réponses qui sont encadrées juridiquement, elles ne peuvent pas vraiment être personnalisées et du coup, ce sont souvent des réponses automatiques et dans ces réponses automatiques, c'est vrai que notamment quand il y a un refus d'acceptation d'un document ou d'un plan d'action ou autre, il n'y a pas forcément de détails qui vous sont donnés sur ce qui ne va pas avec le document que vous avez fourni. Ouais.
Pour avoir des conseils dessus, comme Margot vous l'a dit, je pense que c'est mieux d'appeler directement le support état du compte pour être mis en relation avec un agent. Cet agent ne pourra pas toujours vous donner la raison exacte, mais pourra vous donner des conseils pour améliorer le document ou pour en Oui, fournir un autre qui pourrait éventuellement passer. Heu, Encore une fois, c'est un domaine qui est très encadré, d'un point de vue juridique, donc les agents ne sont pas forcément autorisés à donner trop de détails, simplement pour éviter des fraudes par la suite, et des falsifications de documents. Mais par contre, ils sont tout à fait, compétents pour pouvoir vous donner des conseils, notamment en termes surtout pour les plans d'action, parce que c'est vrai que les plans d'action, en fait, ils sont principalement évalués par rapport à un format type qui est attendu par le support. Et du coup, si vous il suffit parfois que vous oubliez de mentionner un aspect de la violation ou que vous comment dire? Vous ne preniez pas d'exemple concret? Parce que je sais que, par exemple, il y a beaucoup de vendeurs qui se sont vus refuser leur plan d'action parce que, ils parlaient de problèmes qui sont survenus sur l'offre, sans donner d'exemple concret. Par exemple, si vous savez qu'il y a une commande où il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qu'il y a une confusion qui a été faite au moment de l'envoi, il faut préciser de quelle commande vous parlez. Comme ça, vous démontrez bien que vous avez identifié le problème et que, du coup, par la suite, les actions que vous avez prises sont prises en fonction de ce problème que vous avez clairement identifié. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est pour ça que dans votre cas précis, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'appeler le support, d'état du compte pour être mis en relation avec un agent et qu'il puisse analyser votre plan d'action, voir s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à enlever, à ajouter et cetera, pour que vous puissiez du coup avoir plus de chances de voir ce plan d'action accepté, lors de votre contestation. et, que je vois qu'il y a une autre question, s'il faut que ce soit impérativement écrit dans la langue du pays sur la plateforme, non. Vous pouvez écrire votre plan d'action en votre langue, tout simplement. Et, D'accord, euh, et l'équipe va. De toute façon, l'équipe sait sur quel pays vous êtes basé, donc devrait vous aider. d'accord et je vois qu'on a également une question de Sabrina. Mhm. Et je pense que ce sera la dernière question qu'on Ouais. traitera parce qu'on arrive à la fin du temps de la session, qui nous dit donc du coup qu'elle a des fournisseurs, en France avec des produits achetés chez les fournisseurs en France, et demande si elle peut recevoir une violation pour importation parallèle si la langue indiquée sur le produit n'est pas dans la langue du pays sur le marketplace du pays vendu. Donc si j'ai bien compris, Sabrina, achète ses produits en France et souhaite les vendre sur d'autres marchés. Est-ce que le fait que la langue sur le produit ne soit pas dans la langue du marché de destination peut causer un souci au niveau des importations parallèles? De base, non, parce qu'en fait, les produits sont achetés légalement et l'importation parallèle, c'est une question de droit de marque. Ce n'est pas lié à la langue. La question de la langue est une exigence qui est un peu différente et ça dépend de la catégorie en fait des produits et des règlements. Par exemple, je sais pas, les cosmétiques, les jouets, les produits alimentaires. Souvent, ils ont besoin d'être dans la langue, mais là, on Mmh. parle d'une propriété intellectuelle, donc en fait, ça n'a pas de lien. C'est surtout une question de droit à vendre la marque en soi. D'accord. Ouais. OK. Donc j'espère que ça a répondu à la question de Sabrina. OK, je vois que ça a l'air d'être le Oui. cas. Très bien. Donc du coup, on arrive à l'issue de cette présentation. Avant de partir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais, vous envoyer le sondage. Alors je vous demande juste quelques instants, le temps que je le retrouve. Ta 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 ta. Voilà. Donc voici le sondage. Donc voilà, je vous demande de prendre quelques instants pour le remplir et vraiment surtout comme je le disais en début de présentation, le plus important c'est vraiment que vous nous fassiez vos suggestions si jamais il y a des choses que vous avez notées, qui gagneraient à être améliorées, qui gagneraient à être changées, qui gagneraient à être conservées. Vraiment faites-le nous savoir parce que c'est ça vraiment qui va nous aider, qui va guider nos prochaines présentations, et qui vont permettre de constamment améliorer le service et faire en sorte que ce soit plus profitable pour vous. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose Margot avant de mettre fin à cette Non, présentation? merci beaucoup Teddy pour la présentation, pour l'aide et pour le support. Et merci à tous, tous les participants. Donc j'espère juste pouvoir aider un peu plus sur le sujet. Évidemment, on aura d'autres, j'espère, présentations à suivre. Donc voilà, juste tout simplement, j'espère avoir aidé un peu ou avoir éclairci un peu de doute, en tout cas.
que vous aviez. Merci à toi Margot, merci pour toutes ces informations et pour ton temps. Je vais du coup vous laisser quelques minutes, à peu près 5 minutes pour, remplir le sondage, pour ceux qui le Oui. souhaitent et ensuite, bah, une fois que vous avez rempli le sondage, vous pouvez quitter la room, à votre convenance et ensuite on mettra fin à la présentation, et on quittera nous également la room. Donc voilà, je vous remercie tous pour votre participation. Merci pour vos questions également. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine session de présentation qui normalement aura lieu, je pense, après l'été, si je dis pas de bêtises. Mais de toute Mmh. façon, vous serez informés par vos points de contact Amazon le cas échéant. Merci beaucoup. Merci Bonne à tous. journée.